Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous sur Téléfinance pour cette nouvelle émission de notre magazine dédié au monde des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, pour cette édition du 7 décembre 2022, eh bien, je suis accompagné par l'inévitable Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Lionel. Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Je rappelle que vous êtes professeur associé chez Nomoa Business School et spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et de crypto-monnaies. C'est donc une des raisons de votre présence sur notre plateau et avec plaisir. Et pour discuter avec Nathalie Janson, eh bien, je suis avec Gauthier Chauvin. Gauthier, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Gauthier. Avec plaisir. Je rappelle que pendant plus de 20 ans, vous avez été responsable d'équipes commerciales dédiées aux produits dérivés dans de nombreuses banques d'affaires et notamment Goldman Sachs. Et au bout de plus de 20 ans, vous avez décidé d'entreprendre et pour ça, vous avez cofondé Arcan Capital. Donc vous êtes aujourd'hui le directeur général. Je rappelle qu'Arcan Capital, c'est la seule société de gestion en France qui est agréée par l'AMF pour distribuer des crypto-monnaies à une clientèle professionnelle. En gestion active. En gestion active, c'est ça, en gestion active. Très bien, merci beaucoup. C'est effectivement très intéressant de vous avoir sur notre plateau, Gauthier. On va revenir rapidement sur le scandale FTX et profiter de la présence de Gauthier pour comprendre comment les professionnels du secteur ont réagi, ont perçu ce moment délicat dans la vie des crypto-monnaies. Mais juste avant, eh bien, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le scandale FTX et surtout quelles en sont les dernières actualités? Le scandale FTX n'en a pas fini de finir, hein, puisque en fait tous les jours on en découvre des nouvelles. Donc là, la semaine dernière, ce qui a été notable, c'était le tour de SBF pour faire son mea culpa. Donc il a fait pas mal de médias pour venir et expliquer ce qui s'était passé. Alors ce qui s'était passé, on commence effectivement à comprendre un peu mieux. Donc c'est ce rapport un peu incestueux entre sa société FTX et la fameuse société de trading qu'il avait créée avant qui s'appelle Alameda Research. Et en effet, ce qui était au début, donc en fait il a créé Alameda et c'était là où il a commencé à gagner de l'argent sur des cryptos parce qu'en fait il faisait tout simplement de l'arbitrage entre eux, parce que le marché était naissant, c'était la première bulle connue, celle de 2017-2018. Et en fait, il faisait du trading de crypto entre les États-Unis et l'Asie et il profitait du décalage de prix pour faire de l'argent. Et à partir de là, il s'est dit tiens, il y a un truc à faire, et c'est là où il a développé FTX et qui s'est lancé dans le trading puisque c'était son métier. Voilà. Donc a priori, bon, ça aurait pu bien se passer. Jusque-là, tout va bien. Mais en fait, là où ça s'est pas bien passé, c'est qu'effectivement, Alameda Research, qui était en fait un peu un fournisseur de liquidités pour FTX, et bien après, est rentré dans des prises de position dans des projets. Donc ils ont beaucoup financé de projets, et puis en fait, de fournisseur de liquidités, et bien il n'était plus un fournisseur de liquidités, et lui-même s'est retrouvé dans des projets qui n'étaient pas viables, et plutôt que de acter le fait que ils avaient fait des erreurs, qu'ils s'étaient trompés, donc remettre de l'ordre dans les deux maisons, et bien ils ont commencé effectivement à faire ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire à aller piquer dans la caisse, en d'autres termes à aller prendre l'argent des investisseurs privés. Moi j'aime pas les appeler les déposants parce qu'il y a trop de confusion avec les banques. On n'est pas dans le cadre d'une banque, on est bien d'accord, les gens ne vont pas chez FTX pour faire fructifier tranquillement leur argent, il faut quand même raison garder. Mais en tout cas, c'est bien ça qui s'est passé. Ils n'avaient pas plus le droit de faire ça. Et la raison pour laquelle aussi, ce qui est intéressant de voir, pour la raison pour laquelle ça n'a pas attiré l'œil, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils ont fait ça sans qu'on s'en aperçoive vraiment, et sans qu'ils aient vraiment des choses à montrer. Alors là, on comprend bien qu'ils n'étaient pas cotés en marché comme Coinbase, donc effectivement, il n'y a pas d'obligation de fournir des états financiers réguliers. Et la deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est qu'en fait ils avaient un statut très spécial que PayPal aussi a et que Western Union a et que plein dans leur secteur ont eu au départ, qui s'appelle aux États-Unis des money transmitters. En fait, c'est tout simplement au début du XXe siècle pour pouvoir permettre d'envoyer de l'argent des États-Unis vers l'Irlande, enfin tous les pays qui ont eu de l'immigration. Et bien en fait on avait ouvert ces maisons de change, presque on pourrait les appeler des maisons de change. Et en fait c'est sous ce statut qu'il a incorporé sa société, comme d'autres, comme des similaires. Donc là-dessus, il n'y avait pas de surprise, mais le problème, c'est qu'en fait, avec l'augmentation de la taille, ça devenait compliqué, parce que du coup, il y a très peu d'obligations, non seulement en termes de montant de fonds propres, mais aussi de transparence, de communication. Donc, effectivement, du coup, on peut, du coup, ça fait des boîtes noires. Et est-ce qu'il est un peu tôt encore pour tirer des leçons d'un tel scandale?
Un peu tôt, ça a montré les limites d'un secteur naissant d'un secteur en ébullition, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement c'est quand même le produit de toute cette masse de liquidités excédentaires qui a circulé jusqu'à ce que les banques centrales arrêtent leur politique qu'elles resserrent leur politique. Donc faut pas oublier que c'est quand même un produit de cette période, que du coup ça donne naissance à n'importe quel type de projet, et on voit bien que l'ascension fulgurante de FTX, elle a été fulgurante, comme Terra Luna a été fulgurant, donc on voit que ça permet des développements incroyables pour retomber, et des chutes du coup tout aussi rapides. Là effectivement on voit bien que c'est quand même le produit des politiques monétaires, et puis après effectivement dans des secteurs naissants on s'aperçoit que oui, on n'aurait peut-être pas dû l'incorporer sous cette forme-là, mais comme c'était quelque chose de nouveau, c'était compliqué. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, on est plus allé sur des similitudes avec les sociétés de courtage, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc peut-être que du coup, c'est un peu plus, ça permettait moins d'être une boîte noire. Bon, maintenant, faut pas se leurrer. Quelqu'un qui a, alors je dirais, peut-être que il voulait pas être un escroc en tant que tel, mais c'est quelqu'un sans doute qui avait un ego très démesuré. Et parfois, il se laisse emporter par leur propre démesure. Voilà, et ça, je pense que c'est des choses qui arrivent malheureusement. Dans la finance traditionnelle, on a beaucoup d'exemples comme ça finalement. Du coup, on va justement basculer sur la finance traditionnelle. Avec vous, Gauthier, donc comme je l'ai dit en introduction, vous avez pendant plus de 20 ans travaillé dans de nombreuses banques d'affaires, dont Goldman Sachs. Les 20 dernières années, elles ont été le théâtre de nombreuses crises financières et économiques. Est-ce que vous voyez un parallèle entre ce scandale FTX et les crises traditionnelles, les crises de la finance traditionnelle que vous avez traversées? Alors, je pense qu'on peut comparer certaines crises qu'on a connues dans la finance traditionnelle avec la crise de FTX, mais il y a une certaine limite à ça, dans la mesure où, par exemple, on a vécu la crise des subprimes, on a vécu la crise des dot-com, on a vécu la crise de la dette grecque dans les années 2015 autour. Et ces crises-là, en fait, ont été tellement majeures à l'échelle mondiale qu'il y a eu un impact absolument gigantesque sur toutes les économies mondiales. Le phénomène FTX, ça reste conscrit à l'univers crypto. Donc c'est très important, évidemment, il y a des épargnants qui ont perdu beaucoup d'argent chez FTX et c'est évidemment dommageable. En revanche, il n'y a pas on ne peut pas dire qu'il y a eu un spread à travers toutes les économies. Donc ça reste pour l'instant petit, même si on parle de montants qui se chiffrent en dizaines de milliards, c'est effectivement des gros montants, mais à l'échelle de l'économie mondiale, ça représente pas grand-chose. Ça représente quasiment rien. Il y a la BCE qui a publié un rapport la semaine dernière dans lequel effectivement, c'est son rapport de stabilité financière, et finalement la crypto-monnaie, elle l'a abordé que très peu, disant que de toute façon il n'y avait pas eu de répercussions sur la finance traditionnelle dans l'économie réelle. Donc pour l'instant, ça se cantonnait effectivement au monde des monnaies virtuelles. C'est très dommageable pour tous les petits investisseurs qui ont perdu des niveaux d'épargne extrêmement importants, mais pour l'instant, ça reste conscrit, en tout cas. Oui, alors juste pour revenir aussi sur FTX, j'entends beaucoup d'amalgames sur le fait que FTX va impacter le domaine des cryptos. Pour moi, la faillite d'FTX est un problème uniquement de gouvernance. Et absolument D'accord, pas donc c'est lié à une personnalité en fait, c'est la personnalité de son patron. Ouais, alors peut-être pas qu'une, parce qu'ils étaient peut-être. Ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux, ouais. Voilà, mais donc à diriger quand même un empire quasiment maintenant. Enfin à l'époque en tout cas. Oui. Maintenant il ne dirige plus grand-chose, mais à l'époque à diriger un empire et donc c'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que on dit souvent aussi que sur la partie FTX, beaucoup de gens se disent faut arrêter les cryptos, c'est pas bien les cryptos, arrêtons ça immédiatement. Il me semble qu'il y a eu des sociétés comme Lehman Brothers, comme Madoff, comme Enron dans le passé, qui ont fait faillite. Toutes ces sociétés étaient régulées par la SEC aux États-Unis. La SEC, c'est l'AMF américaine. Voilà, exactement. Avait sûrement des auditeurs de renom, j'en doute pas une seconde, et malgré tout, elles ont fait faillite. Donc la régulation ne peut pas tout faire, et il ne faut pas rêver sur le fait qu'une régulation va, comme un claquement de doigts, régler tous les problèmes. On ne sera jamais à l'abri des escrocs, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est très important à souligner ce que tu soulignes, parce qu'effectivement, en France en particulier, il y a trop cette croyance que la régulation va tout résoudre. Or non. Je crois que une des plus grandes claques prises par les régulateurs, c'est la crise de 2008, puisque c'était un aboutissement de la régulation bancaire qui avait pris
presque 20 ans, tout ça pour avoir une des plus grandes crises qu'on ait vues au niveau bancaire. Donc je pense qu'il faut, et là ça n'a rien à voir avec FTX encore, c'était la crise de 2008, donc c'est pas FTX. Et là effectivement, comme il a été souligné, c'est vraiment des problèmes de gouvernance. Et même si des conditions ont pu le favoriser, voilà, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas eu lieu. Puisque vous dites, alors si je comprends bien, on en a parlé un peu juste avant l'émission, du coup j'ai le réflexe de faire cette remarque, ça veut dire que finalement la régulation, si on régulait les crypto-monnaies, ça donnerait de la confiance, mais une confiance qui peut-être se baserait sur pas grand-chose. Peut-être que finalement les crypto-monnaies sont peut-être amenées à disparaître un jour. Alors je pense que la régulation, elle est absolument nécessaire. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, nous, on voit ça d'un très bon œil, évidemment. On a créé ARQuant dans un cadre régulé avec l'AMF, en se disant justement qu'on allait aller dans cette direction. Il n'y a pas de choix. Si on veut que les acteurs de cet écosystème global, qu'il soit crypto ou blockchain en général, investissent dans ce secteur, on a besoin de régulation. D'ailleurs, on le voit assez rapidement avec le nombre d'institutionnels croissants qui rentrent dans ce secteur malgré les affaires Terra Luna en mai, FTX au début novembre. Et ben, ils rentrent malgré tout et on a vu des annonces après la faillite de FTX continue à rentrer. Et pour moi, c'est extrêmement important de voir ça parce que c'est eux qui vont driver ce marché. C'est eux qui ont les fonds, de toute façon. Les capitaux, les fonds sont chez eux. C'est Goldman Sachs qui lance due diligence sur due diligence en ce moment pour acquérir des sociétés dans le monde des crypto-monnaies. On a vu cet article hier, ou avant-hier. On en parlait avant l'émission avec Nathalie. Et clairement, pour nous, une société comme Goldman Sachs ou d'autres qui sont très institutionnelles amènent une confiance au marché. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui, de la régulation, des institutionnels qui arrivent pour donner confiance aux investisseurs. Aux investisseurs. Gauthier, c'est bien secret pour personne. ARQuant Capital est actuellement en pleine collecte. Ouais. Est-ce que vous avez senti chez vos clients ou chez vos prospects une crainte, un doute finalement suite à ce scandale FTX ? Alors, ARQuant Capital est dédié aux clients professionnels ou institutionnels. Donc, on n'est pas vraiment sur le business du client particulier. En revanche, on parle quand même... Mais ça reste des humains. Vous parlez d'un humain en face. Mais on parle quand même... Surtout, on parle à beaucoup de gens de crypto, quels qu'ils soient. Et clairement, entre le crypto winter et ce marché qui a quand même baissé d'une 60% cette année, l'affaire Terra Luna en mai, FTX récemment... Celsius, Genesis, enfin bon, voilà. Je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a beaucoup de choses. BlockFi, voilà. BlockFi maintenant, oui. Voilà. Tous ces éléments font que clairement les investisseurs particuliers sont un peu douchés en ce moment. On sent un petit peu moins d'intérêt pour venir sur cette classe d'actifs. Mais souvent, les particuliers sont aussi les premiers à s'emballer quand il y a une forte hausse et à s'en aller quand il y a une forte baisse. En tant qu'investisseur, c'est pas forcément les bons moments, ni pour rentrer, ni pour sortir. Voilà, donc, et c'est peut-être pas un hasard. Donc vous mentionnez tout à l'heure Goldman Sachs qui rentre en ce moment. Peut-être les niveaux de marché sur les cryptos sont pas totalement étrangers au fait qu'ils rentrent maintenant. Donc ça, voilà, ce double aspect peut avoir du sens. Mais donc du coup, alors justement, donc vous êtes donc en B2B, vous travaillez avec des professionnels uniquement, et les professionnels du coup qui gèrent en partie de toute façon l'épargne des particuliers. Donc par la force des choses, ils sont un peu tenus par ce que leur disent leurs clients. Oui. Malgré tout, la collecte continue. Oui, la collecte continue. Il y a quand même un refroidissement général de l'enthousiasme sur les cryptos, et c'est logique. Il n'y a pas trop de doute à avoir sur cet aspect. Puis c'est pas vraiment une surprise, je pense. Ouais, c'est sûr. En revanche, la plupart des gens pensent qu'il va falloir faire le dos rond sur les cryptos pendant encore 1, 2, 3 mois. Je pense qu'il y a des gens qui attendent éventuellement aussi des ramifications sur la faillite de FTX qui pourraient entraîner encore d'autres faillites qu'on n'a pas. On a vu déjà certaines, mais peut-être encore d'autres. Évidemment, dans ce climat, c'est compliqué d'aller investir quand il y a autant d'interrogations sur potentiellement une autre grosse faillite. On a entendu Grayscale, qui est le plus gros fonds aux US, pourrait, alors j'ai aucune information particulière, mais pourrait être en difficulté, donc c'est aussi quand même un gros acteur du marché. Voilà, donc tous ces éléments mis bout à bout fait que effectivement les investisseurs sont un peu refroidis. Attendent un petit peu. En revanche, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le fait que les institutionnels viennent en ce moment, c'est extrêmement important et bien plus important
les particuliers que les états d'âme à court terme des particuliers. Voilà, qui reviendront sur le marché. Qui reviendront dès qu'il y aura un peu plus de hype sur le marché. C'est ça, exactement. Et qu'il y aura forcément, par la force des choses, si les institutionnels reviennent, avec les fonds qu'ils ont, mathématiquement, logiquement, les cours vont peut-être de nouveau attractifs. Je pense que d'ailleurs, c'est effectivement pas du tout. C'est bien pour ça que des sociétés comme Goldman Sachs reviennent sur ce marché, parce que de toute façon, ici, ils sont intéressés déjà depuis quelques années. Et que là, on a affaire, comme on l'avait déjà expliqué à la précédente émission, on est dans une crise, non pas de la crypto, mais de ce qu'on appelle la CeFi, c'est-à-dire de la centralisation, la partie centralisée, qui, effectivement, les très bitcoiners n'aiment pas cette partie-là, mais qui est pour la diffusion de la crypto est quand même quelque chose d'important, puisque quand vous êtes vous particulier, que vous vous dites « Ah, j'aimerais bien », voilà, c'est un peu compliqué d'aller se dire je vais le faire tout seul. C'est possible, mais à ce moment-là, ça demande des compétences, enfin voilà, ça demande un petit peu de travailler. Donc c'est pas par hasard que effectivement les investisseurs particuliers s'adressaient à des plateformes intermédiaires que effectivement le système crypto vous laisse débarrasser au départ, mais qui est quand même là comme un pont. Et donc Goldman Sachs va venir avec sa réputation. Comme là, on a affaire à un problème réputationnel, eh bien, il va venir avec sa réputation et du coup, pour essayer de remettre de la réputation dans le système. Mais ça déplaire totalement aux bitcoiners, du coup. Oui, mais enfin, bon, après, c'est pas eux qui font le marché, mais c'est vrai que, et du coup, Goldman Sachs se dit, tiens, c'est peut-être le moment pour moi, puisque c'est pas cher en ce moment. C'est pas cher et d'apporter de la crédibilité. Et on a besoin d'aller remettre de confiance. Voilà. C'est un double intérêt. C'est un double intérêt. On voit la différence d'ailleurs en ce moment entre le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, il y en a un, le Bitcoin semble être un peu plus recherché par les investisseurs que l'Ethereum. Est-ce que vous pouvez s'expliquer par justement le fait que le Bitcoin soit de la finance décentralisée pure? Oui, il peut y avoir. C'est sûr que le Bitcoin là finalement, bon, même si certains rigolent beaucoup en disant il est à 17 000, voilà. Et bon, voilà, effectivement, il est à 17 000, mais je vais encore redire toujours la même chose, reprends mon bâton de pèlerin. Avant l'envolée folle, il était à peine à 10 000. Oui, c'est ça, en novembre 2020. Donc, il était entre 7 et 10 pendant toute l'année 2020. Enfin, la deuxième partie de l'année 2020. Bon, voilà, il est à 17. Donc il est encore un peu. Ça veut dire qu'il est plus demandé que quand il était en novembre 2020. Voilà, et puis peut-être pour rajouter à ce que dit Nathalie, peut-être pour infirmer l'affirmation que vous donniez tout à l'heure, on est quand même très proche des plus bas de l'année sur Bitcoin, à peu près 1000 ou 1500 $ près. En revanche, on est quand même beaucoup plus haut sur l'Ethereum que les plus bas de l'année qui devaient être à 900. Exactement. Donc voilà. Ça, d'accord. Donc en fait, c'est une sorte de respiration de la part d'Ethereum plus que. Ouais. Après, je pense qu'il y a des aficionados de Bitcoin, vraiment très clairs. Parce que c'est très particulier. Voilà, parce que c'est différent. Maintenant, l'Ethereum, nous, on est sur ces deux cryptos, que sur ces deux cryptos. Maintenant, l'Ethereum est clairement la crypto du Web 3. Et là-dessus, il y a beaucoup d'applications qui sont déjà en place et qui sont en train de se développer. Tout ce qui est NFT, Metaverse, etc. Tout ça se traite principalement en Ether. Donc il y a quand même des cas d'usage qui sont importants. Donc là, effectivement, il y a eu un peu aussi des interrogations parce que comme Ethereum est passé en Proof of Stake et que Solana, malheureusement, était pas mal financé par FTX. Donc du coup, il y a eu des questionnements sur est-ce que Solana va résister. Du coup, ça voudrait dire que potentiellement, ça pourrait plus de facilité de l'apprendre, enfin, que quelqu'un en fait vienne corrompre le système, puisque si c'est plus fragile. Donc du coup, une remise en cause du proof of stake. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a quelques mouvements comme ça qui s'expliquent par les incertitudes dans lesquelles on vit depuis cette affaire FTX. Okay, d'accord. Merci. On va continuer sur les répercussions, les ondes de choc FTX et se poser la question du courtier de Genesis. On en a parlé, vous en avez parlé rapidement, Gauthier, pardon. Est-ce que, très crûment, est-ce qu'il peut faire faillite? Est-ce que Genesis peut faire faillite?
Enfin, je veux dire, effectivement, sans doute. Enfin, je veux dire, c'est une possibilité. Si Je pense apparemment, que toute société peut faire faillite. exactement, de toute façon, potentiellement. Étant donné qu'ils sont pris dans la tourmente, qu'ils ont effectivement eux aussi eu pas mal d'expositions, ils sont exposés sur FTX. Oui, ça peut être la prochaine victime, effectivement. Okay. Et on a l'impression d'assister à une purge. Hein, oui. Alors là, pour la question purge, je vais reprendre la casquette des conséquences de resserrement de politique monétaire. Voilà, c'est comme quand il y a eu 2008, quoi. Quand on resserre la politique monétaire, il y a plein de choses qui viennent, des projets où on se disait oui, on regardait à peine ce qui était, je pense, au bout de la ligne au niveau du projet, en se disant oui, ça va aller. De toute façon, en ce moment, tout va. Voilà, c'était à peu près ça. Ouais. Avec les subprimes, c'était pas. Non, mais c'est bon, ça va être remboursé, il n'y a pas de problème. Voilà, là, on a le même cas de figure. Forcément, après tous ces projets qui n'ont pas été regardés, là, ils sont regardés parce qu'on voit bien qu'en fait, tous ne vont pas aller comme il faut jusqu'au bout. Et donc, il y a une épuration. Et donc, ceux qui ont été beaucoup dans plein de projets sans regarder comme il faut, et il y en a. Hein, faut bien dire qu'il y a des comportements d'euphorie. C'est la création d'une bulle, c'est le typique d'une bulle. C'est typique d'une bulle. Mais la purge, ça a aussi du bon. Oui, c'est ça. Évidemment, il vaut mieux pas travailler chez FTX, j'imagine, mais il y a un assainissement de l'environnement. Il y a un assainissement du marché, et effectivement, dans un marché émergent comme ça, où tout le monde vient monter des business à droite à gauche en essayant de trouver son marché, son créneau, exactement. Il y a des business qui sont solides, d'autres qui le sont moins, et ceux qui le sont moins finissent par disparaître. Et c'est pas plus mal pour l'écosystème en général. Alors, qu'ils reprennent sur des basses saines, justement. Ouais. Oui, c'est ça, pour repartir d'un bon pied, finalement. Exactement, c'est ça. Tendance à dire. Gauthier, on est en train justement de se dire, effectivement, il y a de plus en plus de dossiers qui sont un peu touchy, etc. Vous, investisseurs professionnels, quels conseils vous nous donneriez quelles sont les précautions qu'il faut prendre avant d'investir dans cette classe d'actifs? Alors, je pense qu'il faut vraiment, faut pas investir n'importe où, n'importe comment. Il y a effectivement des précautions à prendre. Je pense notamment à la régulation de l'acteur avec lequel vous travaillez, à sa gouvernance, à ses équipes. Comme avec une entreprise normale, en fait, en réalité. Oui, exactement. Voilà, est-ce qu'ils ont un auditeur, même si ça ne garantit pas tout. Oui. Je pense que le risque zéro, il n'existe pas, en fait. Donc, mais au moins un petit peu de travail personnel pour vérifier un peu qui sont les gens à la tête de cette entreprise, est-ce qu'ils sont sérieux, quels sont leurs CV, leur track record, etc. Ça c'est quand même extrêmement important pour faire son choix. Après, c'est un marché aussi extrêmement volatile, et pour gérer une telle volatilité, à notre sens, il faut une expérience de gérant dans d'autres marchés, d'avoir vécu des crises, parce qu'on parle, notre projet il existe depuis 3 ans, on parle à beaucoup de gens plus jeunes ou qui n'ont pas forcément d'expérience dans la finance, et il n'y a pas de mal à ça. En revanche, avoir vécu que des marchés extrêmement haussiers en permanence, ça biaise un petit peu la vision, on va dire. Et nous, à aucun moment, on s'est dit, tiens, ça vaut 60 000, ça va aller à 100 000, ça va à 120 000. Très bien, si ça y va, on est un peu agnostique en fait sur ce plan-là. Mais un marché, ça ne peut pas faire que monter au ciel sans cesse. Il y a un moment où il y a des purges. Et là, cette année, on est clairement dans une énorme purge. On s'en rend compte. Et voilà, donc il faut être prêt à ça. Faut avoir une certaine habitude. Faut pas croire qu'un marché naissant et émergent comme ça va monter de 0 à 1 milliard. En ligne droite, quoi. Ça n'arrivera pas. Il y aura d'autres. Enfin, je vous le dis à l'avance. Là, je vais faire mon prédicateur. Prédicateur, plutôt voyant, on va dire. Voilà, ça, je veux dire. Mon forecaster. Il y aura d'autres crises dans la crypto et il y aura d'autres crises dans la finance traditionnelle. C'est évident, oui, c'est sûr et certain. De la finance, voilà, exactement. Donc il y a des excès à chaque fois qu'il y a des choses qui se créent, il y a des excès. Et ces excès, c'est très bien que ces bulles éclatent pour avoir quelque chose de plus sain, plus de régulation. On pointe du doigt là où c'est un peu faible en termes de régulation, de choses comme ça. Etc. Exactement. Et là, on agit, quoi. Vous dites que ça fait 3 ans qu'Arcane Capital est sur le projet d'investir directement en gestion active dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin et l'Ethereum. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à investir? Quelles sont les raisons qui sont à l'origine d'Arcane Capital? Alors, les raisons premières, c'est que tous, on investissait dans les cryptos à titre personnel. On aimait beaucoup cette asset class parce qu'on trouvait ça
assez fun, pour être honnête, innovant et fun. Ça bougeait beaucoup à l'époque, on se rappelle de ça en 2019, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, mais la volatilité des marchés globalement sur l'ensemble des asset classes était pas loin de zéro. Enfin, pas loin de zéro, j'exagère un peu, mais en fait très basse. Très peu de volatilité. Voilà, donc pour des gens qui veulent faire du trading un peu actif, c'est pas les marchés les plus intéressants. Donc voilà, donc on est tous partis par trader les cryptos perso. Et après, on s'est dit, ah bah tiens, c'est marrant, tiens, qui fait ça? Est-ce qu'il y a des boîtes d'asset management? Vu qu'on vient de la finance traditionnelle, forcément on a ce regard, tiens, qui propose ça à des clients qui seraient moins expérimentés que nous? La réponse était personne, ou à quelques rares exceptions près. Donc on s'est dit, tiens, il y a un marché. En plus, on avait un contexte macro à l'époque et une vision, vous allez rigoler sûrement, mais on avait une vision que les taux allaient rester à zéro pour les prochaines 20 années quand on était en 2019. Je pense que je n'étais pas le seul et on n'était pas les seuls à avoir ce sentiment. On s'est lourdement trompé, mais malgré tout, on pensait qu'on avait le vent dans le dos avec des taux à zéro pendant une bonne décennie. Donc voilà, donc il y avait un contexte macro, il y avait un créneau à prendre qui n'était pas pris. Micro, on se disait qu'en termes de régulation, c'était beaucoup trop tôt pour des asset managers traditionnels, ceux qui ont pignon sur rue sur la place. En termes de réputation, ils n'allaient pas se lancer immédiatement. Voilà, trop, pas assez régulé pour l'instant, etc. Nous, on avait justement cette agilité, cette flexibilité pour commencer à compte. Voilà, donc tous ces éléments réunis faisaient qu'on sentait qu'il y avait un créneau. Et puis, et le créneau le plus important, c'est qu'on voyait de la demande. On sentait des gens qui posaient, moi je veux investir, comment on fait? Est-ce qu'il faut que j'ouvre mon compte chez Kraken, chez Binance? Ok, mais tu sais où, tu sais comment ça marche après pour faire du trading? Non, mais je veux avoir des cryptos. Donc, ça marchait un peu à l'envers, grosso modo. Donc nous, ce qu'on voulait apporter, c'est vraiment une solution d'investissement pour les clients qui ne sont pas aussi pointus que nous en termes de finances. Au courant que vous, Nathalie Gauthier vient de dire un truc extrêmement intéressant. Il vient de dire que c'était pas assez régulé pour que certains gérants puissent y rentrer, mais que d'un autre côté, le fait que ce soit pas assez régulé, finalement, c'est aussi un point d'entrée. Oui. On en est où de cette régulation? En fait, c'est normal que les entreprises, tout ce qui était société d'investissement et surtout les banques n'y aillent pas. Bon, déjà, les banques, elles n'avaient pas le droit. On leur avait demandé très clairement en 2019, justement, de ne pas y aller. Ouais. Donc, même leur branche investissement, elles étaient priées de rester très loin de tout ça. Donc, voilà. Et puis, on sait bien que les banques ne coopèrent pas beaucoup avec les gens qui ont des comptes crypto. Hein. Voilà. On sait qu'en France, ils sont même presque très gênants quand même. Hein. Ça frise la privation de liberté de faire ce qu'on veut avec son argent. Mais bon, c'est un point. Donc, en effet, ça donne, du coup, c'est un appel d'air à des nouveaux acteurs comme Arcante. C'est-à-dire que des sociétés des gens qui s'y connaissent un peu mieux se rendent compte qu'effectivement, il y a un gap informationnel en termes de compétences, de compréhension du système. Et ça, c'est une donnée, effectivement, qui n'est pas à négliger dans ce domaine de la crypto, cette asymétrie, en fait, de compétences. Et qui donne, contrairement, même si je sais bien les bitcoiners vont détester ce que je veux dire, mais qui du coup mettent dans une position défavorable les personnes qui n'ont pas cette capacité ou le temps de faire leurs compétences, mais qui aimeraient quand même aller sur ce type d'investissement. Donc eux, ils ont besoin d'un intermédiaire. Donc je sais qu'effectivement, tous ceux qui aiment la décentralisation ne vont pas aimer ce que je dis, et effectivement, je sais bien qu'il y a des intermédiaires décentralisés, mais ce n'est pas un réflexe. Ce n'est pas un réflexe dans notre habitude de la finance traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va aller voir un intermédiaire. Donc j'ai bien compris qu'en finance décentralisée, il y a aussi des intermédiaires, mais c'est une information qui est trop confidentielle pour que Madame Michu, elle se dise, bien sûr, je vais faire ça. Madame Michu, elle va pas faire ça. Elle va dire, il n'y a pas un intermédiaire, une société de gestion qui va... Voilà. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Ça prendra du temps, etc. Donc ça prendra du temps. Il faudra évangéliser, éduquer. Voilà. Et après, peut-être que du coup, les intermédiaires auront moins d'intérêt. Mais en tout cas, pour le moment, ils en ont un. Ça rassure. Mais si on revient sur FTX, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, la faillite de FTX, c'est pas un problème de centralisation, c'est un problème de gouvernance. De gouvernance, de personnalité. Il n'y a pas de problème avec un organe centralisé pour passer des ordres d'achat ou de vente de crypto. Et d'ailleurs, c'était centralisé, FTX était centralisé, on se rend compte quand même qu'il y a
être un souci du côté des centrales de plateforme. Non, c'est un problème de compétence. Non, c'est un problème de gouvernance, de compétences, mais pas de centralisation. Enfin, moi, je pense pas, en tout cas, que ce soit le cas. Je pense même qu'on a besoin d'avoir plus d'organisations centralisées, surtout pour les plateformes d'exchange. Pour évangéliser, Ouais, et puis pour avoir plus d'acteurs, parce qu'en ce moment, avec la chute de FTX, beaucoup de flux se sont reportés sur ceux qui restent. Donc, je ne veux pas forcément les nommer, mais tout le monde les connaît. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, aujourd'hui, par rapport à la liquidité que vous pouvez trouver sur n'importe quel marché, action par exemple, pour faire les choses les plus liquides. Vous n'avez pas ça encore en crypto, et ça c'est une problématique, je pense, du secteur. Et trop de mainmise d'un acteur sur le secteur, à notre sens, est un problème. Ouais, ça c'est que ce soit. On a besoin que ces plateformes décentralisées soient aussi elles-mêmes décentralisées aussi elles-mêmes pour limiter les risques, pour qu'il y ait moins de risques de contagion, pour que ce soit moins un risque systémique potentiel, etc. Est-ce que quand vous avez créé Arcan Capital, dans votre business plan, est-ce que vous avez été préoccupé, Gauthier, par le manque de régulation sur les cryptos? Est-ce que ça aurait pu freiner? Pourquoi ça ne vous a pas freiné? Alors, en fait, ça ne nous a pas freiné, ça nous a encouragé parce qu'on s'est dit justement que ce créneau était à prendre parce que les gros acteurs du marché ne viendraient pas tout de suite. On pensait qu'ils allaient venir, on était même persuadés qu'ils allaient venir, mais que ça leur prendrait 2, 3, 4, 5 ans, qu'ils allaient un peu avoir le temps de voir un peu comment ça s'établit, que la régulation se mette un peu en place, qui est de trop faillite. On est dedans. Pour voir un peu comment eux allaient aussi venir sur le secteur, parce qu'il y a plein de façons de venir sur le secteur de la crypto, c'est pas nécessairement juste de l'investissement, ça peut être plein de choses différentes. Et nous, on a eu le parti pris de partir directement sur quelque chose de régulé, avec l'AMF. Et c'était pas le chemin le plus court, parce que monter des fonds d'investissement, il y a beaucoup plus simple que de passer par la réglementation française et un agrément de société de gestion par l'AMF. On peut monter des fonds Caïmans, on peut monter des produits structurés. Au Bahamas, peut-être Au Caïman. Pour les fonds, c'est beaucoup plus simple. Ça prend 2 mois. Ça prend 2 mois et c'est moins cher. Nous, on a décidé d'aller avec l'AMF. Ça nous a pris 15 mois. Ça a été beaucoup plus cher. En revanche, on avait cette vision depuis le départ que c'était un asset class qui avait besoin de confiance autour de cet écosystème et que nous, on devait en faire partie. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc ça nous a coûté cher, ça nous a pris du temps. Mais aujourd'hui, on est très content d'avoir pris ce temps parce qu'on pense que cet agrément AMF a une valeur non négligeable pour la distribution de nos investissements. L'effet d'expérience est aussi très intéressant, très important. Vous avez un temps d'avance sur l'ensemble. Voilà, on a un temps d'avance et la régulation, elle a commencé à se mettre en place. Il n'y a pas rien. De toute façon, il y a Luxan en France, on a été les premiers. C'est pas comme s'il n'y avait rien. Il n'y a pas rien et ça va continuer. Et c'est très bien. Et nous, on appelle de nos voeux à ce que ça continue le plus vite possible. Pour que la confiance. Voilà, si on veut avoir des gens qui viennent dans cet écosystème, on a besoin de créer de la confiance. C'est pas le choix. C'est sûr, c'est l'essence même de l'investisseur, c'est la confiance en ses investissements. On va finir avec cette crypto qui cartonne, c'est le Dogecoin. Mais avec cette question qu'on se pose quand même, Nathalie, maintenant, inévitablement, ça doit être un réflexe pour tous ceux qui nous regardent. Je vous invite vraiment à vous poser cette question. Le Dogecoin, c'est une arnaque ou pas finalement? C'est pas une. Alors effectivement, par rapport à. Alors c'est sûr que le Dogecoin, c'est pas vraiment la crypto-monnaie. Je veux dire, elle n'a rien de très crypto. Pourtant, elle est recherchée là en ce moment. Oui, mais c'est toujours, elle est liée depuis le début à Elon Musk, et donc il y a cette, pour moi c'est une monnaie communautaire le Dogecoin. Voilà, on fait partie de la communauté, on est, mais je veux dire en soi entre le Dogecoin et le Bitcoin, je veux dire il n'y a pas photo. Il y en a une qui est quand même nettement plus sécurisée que l'autre. Donc en termes de sécurité, moi je vois pas le Dogecoin aller faire des transactions à des millions. Voilà, parce que moi je ne l'utiliserai pas si je peux faire peut-être une transaction en Dogecoin avec à des copains pour un pot commun, voilà, pourquoi pas. Mais je vais pas aller faire des transactions de forte valeur avec du Dogecoin qui n'a pas cette sécurité qu'offrent d'autres crypto-monnaies. Donc voilà, elle est attachée à Elon Musk. On sait qu'il a racheté Twitter. On sait qu'il y a plein de projets. Enfin, que le next project, c'est qu'il y ait une crypto qui accompagne ce développement de Twitter. Donc c'est pour ça que le Dogecoin monte tout simplement. D'accord, la corrélation est juste. En tout cas, pour moi, c'est comme
ça que je l'interprète, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a eu des rebondissements sur Twitter et Elon Musk, le Dogecoin est monté. Okay. Donc à chaque fois que c'était une mauvaise nouvelle, il redescendait, puis il remontait quand c'était à nouveau. Donc là, comme c'est lui qui l'a en main, on se dit qu'effectivement, ça sera la crypto qui sera utilisée sur Twitter, mais à nouveau sur Twitter, vous n'avez pas à échanger $1 million quoi. Ben non, voilà, c'est une monnaie, pour moi, c'est une monnaie communautaire. Voilà. D'accord. Okay, très bien. Moi, juste pour revenir sur Dogecoin, donc nous c'est une crypto que nous ne travaillons pas. Qui n'est pas intégrée aujourd'hui. Je pense qu'il faut, un point important, je pense qu'il faut faire attention au hype et à la publicité. C'est typiquement le genre de problématique qui peut, enfin pas de problématique, mais le genre d'événement qui peut nous amener à des problématiques plus tard. C'est-à-dire que n'importe qui communique sur une crypto en disant que ça va exploser, crever le plafond, genre les influenceurs. Voilà, exactement. Sauf que là, ils ont influenceurs, on va dire, donc c'est plus facile pour eux. C'est devenu l'influenceur en chef. Voilà, exactement. Il s'influence, voilà, exactement. Et il a le contenu et le contenant, donc c'est plus facile. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention au hype. Je pense qu'il faut regarder, là encore, il faut travailler, enfin, il faut regarder, il faut travailler, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Quand vous achetez une action, enfin, a priori, normalement, vous faites un petit peu votre due deal, vous regardez un peu quel est le business, comment ça marche, quels sont les comptes, qui est l'équipe dirigeante. Pour moi, c'est sur les cryptos, on n'investit pas juste parce qu'il y a 3 tweets ou 2 SMS qui passent en disant le Dogecoin c'est super. Okay. Voilà. Des cryptos, il y en a énormément. Et il y en a sûrement qui vont se développer, d'autres qui vont péricliter. Oui, mais aujourd'hui, il faut peut-être s'intéresser aux 2 principales dont on a plus de retours. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs occasions sur ce plateau. Si vous regardez, en fait, depuis que Ethereum est né, en fait, les 2 qui sont tout le temps 1 et 2, c'est Bitcoin et Ethereum. Et après, le classement change en permanence. En fait, le reste. C'est Bitcoin, Ethereum. Maintenant, on a en tout cas, c'est celle qui demeure. Et les market caps sont beaucoup plus importantes que le reste. Donc, voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nathalie Janson, professeure associée à Neumann Business School au sein du département finance, Gauthier Chauvin, cofondateur et directeur général d'Arcante Capital. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fin de journée sur Téléfinance. Je vous rappelle que dans 10 minutes, vous avez le medley des meilleures interviews de Téléfinance en partenariat avec lefigarobourse.fr. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du live et on retrouve Nathalie dans 15 jours ou en début d'année 2023 pour une nouvelle émission du Flash Crypto. Très bonne journée sur Téléfinance.